BFM Business, intégral placement, 10h midi, 100% placement. Jean-François Filiatre, bonjour. Bonjour. Pour marché gagnant, pour ceux qui avaient l'oreille fine pendant la chronique d'Emmanuel, visiblement ça ne va pas. Eh bien, écoutez, je ne vous dirai pas que ma voix est tip-top, mais c'est pas grave car aujourd'hui vous allez travailler un tout petit peu plus que d'habitude. Je participe activement au grand débat sur l'épargne depuis toujours et aujourd'hui j'ai une lettre d'un épargnant qui a des choses à nous dire. Alors cette chronique sera à la fois un accusé de réception et une réponse. Je vous passe la lettre. Bon, alors donc ça veut dire que moi je vais lire la lettre de l'assureur, c'est ça? Et vous allez y répondre? Ouais, alors je vous donne quand même le profil de l'épargnant, son questionnaire MIF en quelque sorte. Bernard, retraité, 71 ans, imposé dans la tranche à 14%, mais avec 30% de son patrimoine investi en actions françaises. Pour l'instant, nous dit-il, voilà, vous savez tout. Vous pouvez donc débuter sa lettre qui commence par l'assurance vie. Bon, je rappelle que ce ne sont pas mes propos, hein, je ne fais qu'un jeu d'acteur, on est d'accord? Parce qu'il y va fort, votre ami. Allez, véritable rente de situation pour les assureurs lors de la longue période de baisse des taux d'intérêt qui leur permettait de servir des taux supérieurs au marché aux nouveaux entrants qui profitaient ainsi des emprunts plus anciens en portefeuille en mutualisant les gains entre tous les assurés. C'était en clair du Madoff, nous dit votre ami, puisqu'on reversait aux nouveaux clients une partie des bénéfices réalisés grâce au versement des clients plus anciens. Alors, effectivement, premier élément de réponse. Dans un environnement de baisse des taux, les obligations qui ont été acquises avec l'argent des anciens souscripteurs profitent aux nouveaux. Et comme dans un environnement de hausse des taux, elles les pénaliseraient. En fait, c'est le principe de la mutualisation. Alors pour moi, c'est la règle du jeu. Si vous n'acceptez pas cela, vous n'investissez pas en assurance vie. Alors sur le côté Madoff, il est un peu injuste. Toutefois, je vous rappelle, on l'a vu à l'occasion des débats sur le blocage de l'assurance vie à l'occasion de la loi Sapin 2. En fait, c'était le cas de la remontée des taux d'intérêt. Force est quand même de reconnaître qu'il y a un petit côté pyramide de Ponzi dans l'assurance vie française. Pourquoi ? Parce que tant qu'il y a de l'argent qui rentre, eh bien, il ne peut pas y avoir de problème. Bon, on continue. Cette lettre, donc, est toujours sur l'assurance vie. Donc, pour sauver les assureurs, nous dit-il, en cas de remontée des taux, l'État leur fait cadeau de la PPB, c'est la provision pour participation aux bénéfices qu'on évoque régulièrement, notamment quand on parle de la fixation du taux en début d'année, qui devait être reversée aux assurés. Sauf que si on faisait un retrait, que se passait-il avec le retour des bénéfices versés aux nouveaux entrants ou dans la poche des assureurs? Et dans le cas d'un retrait partiel ou total, l'assuré devait recevoir une participation à la PPB. Eh bien, c'est intéressant ça, remarque. Alors, première réponse, cette réserve, quand on fait un retrait, elle reste dans la communauté des adhérents, même si, en pratique, en fait, les adhérents peuvent ne jamais la revoir. Alors, sur ce sujet-là, en fait, je pense qu'il y a deux options. Celle de notre auditeur. Pourquoi ? Parce qu'on a eu un principe à peu près similaire qui a été utilisé par certains sur le transfert des plus-values sur l'euro-croissance. Il y en a certains qui ont dit on a le droit d'emporter ces plus-values du fonds en euros pour les amener vers l'euro-croissance. Et si on peut faire passer les plus-values sur l'euro-croissance, pourquoi on ne le ferait pas avec les réserves quand on sort d'un contrat en disant j'ai droit à ma part des réserves? C'est cohérent. Mais voyez-vous, pour l'heure, Cédric, je préfère rester sur le principe de la communauté et le principe de la mutualisation. C'est pas très favorable aux épargnants, ça? À première vue, non. Mais je pense qu'en fait, la demande de notre auditeur, elle ne sera jamais satisfaite. Moi, vous voyez, je plaide pour le transfert des contrats d'assurance vie. On me rétorque, lorsque je dis ça, en fait, vous voulez tous les avantages. Vous voulez changer d'assureur, garder la fiscalité, bref, aucune contrainte. Et moi, qu'est-ce que je réponds? Je dis non, pas du tout. Parce que si je sors, je suis pénalisé. J'abandonne non seulement mes réserves à la communauté de l'ancien contrat, mais j'abandonne aussi les plus-values latentes sur ce contrat. Donc en fait, le deal que je réclame, il n'est pas si déséquilibré que vous voulez bien me le dire. Vous n'avez donc aucune raison de me refuser le transfert. Allez, on reprend après cette petite digression sur le courrier de cet épargnant et notamment sur la mesure Fourgousse. Qu'est-ce qu'il nous dit? Eh bien, il nous dit on peut se demander s'il est équitable de maintenir l'obligation de détenir via un minimum de 20% de parts en titres, interdisant ainsi d'arbitrer vers le fonds en euros en cas de baisse de marché ou de réaliser une partie des profits en cas de marché haussier. Peut-être qu'au bout de 5 ans,
ans, après cette fameuse opération Fourgousse, il faudrait redonner de la souplesse au contrat, ce qui remettrait finalement à égalité tous les épargnants, surtout que les Fourgousses sont souvent les assurés les plus anciens, dont les emprunts à taux élevés bénéficient à tous, y compris ceux qui ont directement débuté avec un multisupport et pas un Fourgousse. Ce sujet est un exemple passionnant de manipulation de la foule. Je sais que je suis le seul à le dire et pourtant c'est la vérité. Eh bien, il n'y a plus d'obligation fiscale à investir 20% en unités de compte lorsque l'on passe d'un monosupport à un multisupport. C'est seulement une règle déontologique qui est imposée par la profession. On pourrait donc, sur le fond, avoir un transfert d'un mono vers un multi sans la moindre unité de compte. Quant à la règle qui consiste à les garder, là encore, c'est du blabla. Du blabla de professionnels qui, volontairement, n'ont pas voulu informer les clients de l'évolution de l'approche fiscale. Ouais. Et si on creuse le sujet d'ailleurs, Cédric, on se rend compte que le client il est coincé. Ouais. N'empêche que si Choupinette, elle se pointe voir son assureur en lui disant « je voudrais passer de mon mono à mon multi », mais juste comme ça... On lui refusera. Et on lui refusera pourquoi ? Parce que le Fourgousse, c'est la signature d'un nouveau contrat. Et si l'assureur, il veut pas signer le nouveau produit, eh bien, il ne le fera pas. Il y a là un déséquilibre évident entre le pouvoir des assureurs d'un côté et le pouvoir des épargnants de l'autre. Bon, on abandonne un petit peu ces contrats d'assurance vie et on passe maintenant du côté des actions avec toujours la lettre de votre épargnant qui nous dit qu'il est inadmissible que l'achat d'actions françaises soit soumis à un impôt de bourse qui se traduit par un doublement finalement des frais d'achat pour les petits porteurs et il est d'autant plus scandalisé finalement par cet impôt de bourse qu'il nous fait observer que cet impôt ne frappe pas pareil les gros actionnaires qui ont des frais de transaction forfaitaires ou encore les spéculateurs et c'est vrai que Jean-Louis Cussac nous en parle régulièrement, lui, il ne paye pas cet impôt de bourse. Et après tout, est-ce qu'il ne faut pas préférer des actions européennes pour qu'ils comprennent ? Alors, je ne suis pas sûr de le suivre sur le sujet de l'impôt de bourse, même si ce n'est pas agréable de payer des impôts. Le raisonnement, c'est quoi ? Grosso modo, on est dans une société où il y a 3 types d'impôts. Vous avez l'impôt sur le revenu, vous avez l'impôt sur la consommation et vous avez l'impôt sur le patrimoine. L'impôt de bourse, qu'on appelle désormais taxe sur les transactions financières, c'est un impôt sur le patrimoine. Et là, en fait, sur les impôts sur le patrimoine, vous avez 3 types d'impôts. Vous avez des impôts sur la détention du patrimoine, vous avez des impôts sur la circulation du patrimoine, et vous avez des impôts sur la transmission du patrimoine. Alors, en fait, l'impôt de bourse, c'est quoi ? C'est un impôt sur la circulation du patrimoine, c'est à peu près l'équivalent des frais de notaire en immobilier. Donc c'est difficile de rejeter l'un et d'accepter l'autre. Le véritable sujet, c'est la différence de traitement entre les investisseurs d'un côté et les spéculateurs de l'autre. Que les mecs qui font des allers-retours dans la journée ne le paient pas, c'est effectivement scandaleux. Dernier petit point, clin d'œil. S'ils veulent économiser, ils nous évoquent la solution des valeurs européennes. Moi, j'ai une autre possibilité qui lui coûtera moins cher en frais de courtage, ce sont les petites valeurs. Bon, dernier point qu'on va traiter rapidement, c'est la fiscalité. Votre épargnant, il n'est pas content de la flat tax ou du prélèvement forfaitaire unique. Il privilégie, nous dit-il, uniquement les gros détenteurs de portefeuille pour qui la ponction sur le profit a diminué de moitié, alors que pour les clients modestes, eh bien, il n'y a pas vraiment eu d'intérêt. Et il poursuit, quant aux tranches à 5 ou à 0%, ils ne sont même pas concernés. Une manière de signifier aux épargnants qu'il n'est pas nécessaire qu'ils se mêlent du financement de nos entreprises. Et il suggère peut-être faudrait-il rétablir une franchise pour exonérer d'une partie de l'impôt les petits portefeuilles. C'est vrai qu'avant, ça existait. Plusieurs remarques. Un, il a raison sur la flat tax. La flat tax est en fait un alourdissement de la fiscalité sur les petits contribuables. Ouais. En fait, pourquoi ? Parce qu'on a perdu pour les actions l'abattement par durée de détention. Donc ça, il a raison. Deuxième réflexion, je pense qu'en fait, aujourd'hui, on ne s'intéresse plus à l'épargne populaire. En 90, on avait eu le PEP, on avait un avantage pour les contribuables non imposables. Après, on a eu le PERP, là, c'était une réduction d'impôt. Et en fait, dans l'esprit général, j'ai un peu le sentiment qu'on a fait le choix, par volonté ou par réalisme, pragmatisme, d'abandonner le concept d'épargne populaire. Et ça, ce qui me le montre le plus, c'est les discours que j'entends sur l'épargne salariale, quand on fait de l'épargne salariale un élément de pouvoir d'achat. Dernier point sur la franchise d'impôt, là il a entièrement raison. C'est absolument scandaleux que dans la loi de finances, on ait
abaisser la fiscalité sur les crypto-monnaies, que l'on ait mis un abattement pour les petites transactions sur les crypto-monnaies et qu'il n'y ait pas ce type d'abattement pour des gens qui investissent en actions. Bon, bah voilà, c'était un débat citoyen, comme on dit. On poursuivra ce genre d'exercice ou pas? Ouais, en tout cas, s'il y a des gens qui veulent participer effectivement au débat, il y a un petit côté pédagogique, je trouve, qui permet d'essayer de comprendre les choses. Ils n'hésitent pas, ils m'envoient des messages sur Marché Gagnant. Tout le monde passera pas à l'antenne, mais je pense que c'est en tout cas une bonne chose d'essayer de réfléchir collectivement. Jean-François Filiatre et Marché Gagnant.